maîtrise pas trop bien. A'ouzou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ahlan wa sahlan. Vous êtes naturellement la bienvenue dans le cadre de votre émission Grand Angle. Grand Angle, c'est aussi votre programme donc hebdomadaire qui vous permet d'avoir des analyses, des éclairages, mais également des décryptages de l'actualité politique, économique et sociale de notre pays. Mais Grand Angle, c'est également une émission qui se veut une force de proposition pour accompagner nos plus hautes autorités dans les choix de leur politique nationale, mais également internationale. Et donc pour ce soir, nous allons parler d'un sujet de la première importance qui, je vais dire, concerne au plus haut point donc, les plus hautes autorités de notre pays, singulièrement le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, à travers donc cette thématique, quelle stratégie pour un septennat réussi sous la présidence d'Oligui, donc du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Voilà, donc le décor est si planté. Je vais donc me tourner vers mes panélistes de ce soir qui nous accompagnent chaque vendredi pour pouvoir donc vous entretenir sur les thématiques qui sont minutieusement choisies par nos soins. Alors, je vais d'abord commencer par M. Ngomo. Bonsoir. Otep. Otep, mon frère. Esther bien. J'espère que vous allez bien. Oui, je me porte bien et ça reste toujours du plaisir que je me tiens à côté de vous. Un plaisir partagé parce que voilà, je crois que vous faites d'armes en termes de débat et de passage dans les médias pour les questions d'actualité politique, économique, géopolitique, etc. ne sont plus à présenter. Donc pour nous, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Alors, je vais me tourner donc vers ma droite pour donc saluer notre consultant permanent, M. Nestor Obiang. M. Obiang, j'espère que vous allez bien. Ben, je vais bien. Bonsoir, M. Bouka. C'est toujours un plaisir, n'est-ce pas, de partager avec vous quelques moments pour débattre des problèmes d'intérêt national. Très bien. Voilà, donc là, nous venons de vous présenter nos intervenants qui vont nous aider, donc vont nous accompagner ce soir, comme à chaque fois, pour pouvoir donc débattre donc la thématique que nous avons choisie donc pour vous ce soir. Alors, donc après plus de 50 ans du règne des Bongo, qui ont laissé le pays dans une situation assez chaotique sur le plan économique, social, j'en passe. En tout cas, tous les domaines, donc tous les secteurs du pays ont effectivement été impactés négativement par ce long règne. Voilà, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a été élu, choisi de manière plébiscitée par les Gabonais au soir du 12 avril dernier, avec un score, comme nous connaissons tous, un score à la soviétique, vraiment pour souligner, j'ai envie de dire, tous les espoirs donc le peuple gabonais a placé donc sur le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc c'est dire que les attentes sont énormes. Voilà, d'où donc le fait que nous avons choisi donc cette thématique pour effectivement essayer de proposer des pistes de solutions qui peuvent effectivement éclairer nos plus hautes autorités dans les choix de politique nationale, mais également dans la gestion donc de la chose publique. Alors, donc, pour pouvoir en parler, nous allons nous appuyer sur un élément audiovisuel que nous sommes allés fouiller dans les archives du site Facebook de la présidence de la République. Donc, nous allons nous tourner du côté de la technique pour avoir déjà le premier passage et on se retrouve juste derrière. Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le secrétaire général de la présidence de la République, Mesdames et Messieurs, membres de la présidence de la République, je m'adresse à vous ce matin, devant Dieu et devant les hommes que nous sommes, pour vous adresser mes sincères remerciements. À vous et au peuple gabonais pour m'avoir fait confiance pour cette élection présidentielle. Le résultat en dit beaucoup. Il n'est pas encore confirmé par la Cour constitutionnelle. Il est à 90,35%. Ça veut tout dire. C'est que les Gabonais attendent beaucoup de nous. Prenez à l'inverse ce résultat. Moi, je l'entends comment?
C'est 90,35% de la détresse des Gabonais. En 19 mois, nous avons fait la moitié. Et c'est 90,35% des problèmes des Gabonais que nous devons résoudre sur les 7 ans. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Grand Angle. Je précise au passage que le thème ou la thématique de l'émission, c'est quelle stratégie pour un septennat réussi de la présidence Oligui. Voilà, donc l'élément que nous venons de suivre ensemble nous retrace une intervention donc, du président Oligui au lendemain donc, de son plébiscite électoral du 12 avril dernier. Donc, dans l'élément que nous avons regardé, nous avons vu que le président Oligui a établi une espèce de parallèle entre le score écrasant qu'il a porté donc à la tête du pays, d'accord, et les attentes énormes des Gabonais. Alors, je vais commencer par vous, monsieur Obiang. Alors, quel commentaire faites-vous par rapport à ça déjà? Parce que si on doit parler de stratégie pour que le premier mandat du président Oligui soit une réussite, il est important déjà d'abord de fixer les attentes des Gabonais par rapport à ce nouveau contexte inédit. Eh bien, je dois dire que votre question m'intéresse beaucoup dans la mesure où le président lui-même, tout à l'heure, dans la capture d'écran, a presque répondu. C'est-à-dire qu'en réalité, il a inversé le score obtenu parce qu'il a parlé de chiffres provisoires. Parce que la Cour constitutionnelle viendra confirmer par la suite que c'est 94,85%. Donc ça a été au-delà de ses espérances. Mais ces 94,85%, il les prend comme étant l'expression des attentes des Gabonais. Ça veut dire qu'on n'est pas loin de 100%. Maintenant, à contrario, comment regarder la manière dont il conçoit la chose? Ça veut dire que en 56 ans de pouvoir des autres, vous connaissez lesquels, 95% les attentes des Gabonais n'ont pas été satisfaites. Et donc, lui, il estime que 7 ans de mandat, il en a déjà fait une partie pendant la transition. Il lui reste à faire l'autre partie. C'est pour cette raison qu'il voudrait que les Gabonais, en toute sincérité, participent à l'essor vers la félicité. C'est-à-dire que tout le monde y apporte du sien, son savoir, son savoir-faire, pour qu'on aille le plus vite possible, pour que le mandat soit une seule. Mais je voudrais quand même ajouter que les contraintes du fonctionnement de l'État font en sorte que établir un bilan au bout de 7 ou 8 mois ne me paraît pas judicieux. Pourquoi? Parce que déjà l'État lui-même se trouve confronté à un problème. C'est l'annualité budgétaire. L'annualité budgétaire permet à l'État lui-même de faire son bilan annuel. Nous avons eu tel budget pendant telle année, qu'avons-nous fait? Est-ce que nous avons réussi à mettre en place ou à réaliser ce que nous avions projeté? Voilà. Donc, si vous prenez cet exemple d'annualité budgétaire, ça vous permet donc déjà de poser la problématique d'un bilan annuel. Et de l'autre côté, lui-même l'a dit au cours d'un autre discours, que tous les 3 mois, il fera le tour d'inspection des chantiers en cours de réalisation pour voir quel est l'état d'avancement des travaux. Ce qui veut donc dire que fort de ces deux principes, le tableau comparatif qu'il nous propose nous laisse entendre qu'il sera lui-même vigilant. Il sera lui-même au fait des problèmes. Il n'attendra pas qu'on vienne lui raconter les histoires comme cela s'est fait par le passé. Il ira constater de visu. Donc, de ce point de vue, nous pouvons espérer qu'il maintiendra la même ligne. Nous sommes là pour lui apporter un peu de notre savoir, de notre savoir-faire, de lui donner des éléments comparatifs pour apporter les correctifs nécessaires avant qu'il ne soit trop tard. Voilà un peu comment moi je vois la chose dans un premier temps. Très bien, c'est parfait. Alors, Monsieur Ngomo, je vais toujours insister sur les attentes parce que c'est de là qu'on part pour effectivement maintenant dérouler ce qu'on aurait pu, ce qu'on pourra proposer comme piste de solution pour essayer d'accompagner donc nos plus autorités dans ce challenge, j'ai envie de dire, si je peux l'appeler comme ça, exaltant, parce qu'effectivement, voilà, le peuple gabonais a beaucoup patienté depuis des années. Est-ce que
à votre niveau, comment jugez-vous ces attentes? Est-ce qu'on peut les réaliser, on peut satisfaire à ces exigences ou ces attentes, pardon, en un seul mandat, ou bien quel commentaire faites-vous en fait? Il est clair que les attentes sont nombreuses de la part d'un peuple qui vit, il faut le dire, de façon précarisée dans sa grande majorité. Et le fait que 94,85% du corps électoral se prononce pour que Oligui Nguema soit le président de la République témoigne assez de cette réalité. Donc, les Gabonais souhaitent voir leurs conditions de vie s'améliorer. Ils souhaitent avoir un meilleur standing de vie. Ils souhaitent être dans un état de droit, un état où la liberté d'expression n'est pas persécutée, n'est pas pourchassée. Et ils souhaitent vraiment s'épanouir dans un pays qui est quand même parmi les plus riches en termes de ressources naturelles d'Afrique centrale. Donc, le président a bien conscience que s'il a eu autant de suffrages, c'est que beaucoup de Gabonais comptent sur lui. Mais le président n'est pas l'homme providentiel. Il ne pourra pas, lui tout seul, faire tout le travail. Il faut aussi que les Gabonais eux-mêmes s'y mettent. Il ne s'agit pas de dire, je donne ma voix au président, je ne fais plus d'efforts à lui de faire tout le boulot. De dire, je donne ma voix au président et je l'accompagne, comme disait M. Nestor Lobian, pour ce qui est de l'élite. Accompagner de quelle manière? Bon, là, on parle de la population. Chaque Gabonais à son niveau. Ben, comme disait Martin Luther King, au niveau où tu es, essaie de bien faire ton travail. Essaie d'être un homme probe, un homme honnête. N'accepte plus la corruption. N'accepte plus la facilité. N'accepte plus la paresse intellectuelle, la paresse physique. Essaie d'être un Gabonais au travail. Essaie de te prendre en charge. Dis-toi que si le président fait des efforts, tu dois faire autant d'efforts, sinon plus même que le président. C'est cela qu'on attend en fait de l'ensemble de la nation. Et le président se pose en fait en modèle, en exemple. Mais l'idée de penser que parce qu'on a donné simplement sa voix le 12 avril 2025 au président, et c'est à lui de faire tout le travail, et moi je n'ai pas à me fatiguer, n'est pas une bonne approche. Mais est-ce que là, au regard de ce qui se passe actuellement, on voit un peu c'est une certaine dynamique où on voit les populations qui se... Même si ce n'est pas avec, j'ai envie de dire, avec la même force qu'on attend cela, mais on voit quand même les populations se bouger, il y a des initiatives qui sont menées pour emmener les Gabonais à se prendre en charge et puis à changer véritablement de paradigme. Oui, il y a effectivement cette tendance qui se dessine de la part des personnes ou des populations qui sont conscientes. La question de savoir, elle représente quel pourcentage? Est-ce la majorité des Gabonais? Est-ce la minorité? Vous avez toujours une minorité qu'on présente à l'écran et qui peut sembler être la majorité. Il faudrait que la majorité des Gabonais décide de changer certains comportements qui sont nuisibles à la République. Et le président devra servir d'exemple pour montrer comment est-ce que ces comportements, on les change. C'est en fait un défi qui est attribué à la fois au président lui-même, puisqu'il est l'exemple, et il a reçu le suffrage, mais aussi aux Gabonais qui ont voté pour lui et qui doivent l'accompagner justement dans ces changements qui sont attendus et qui sont bénéfiques pour l'ensemble de la nation. Alors, Monsieur Obiang, alors, au regard des énormes potentialités dont regorge le Gabon aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire à juste titre que ce sont des éléments qui vont dans le sens de faciliter la tâche au président Oligui, bien que compliquée, cette tâche? Bien, avant de répondre à votre question, permettez-moi quand même de reprendre quelques aspects dans la réponse qu'il a donnée. Vous savez, le changement de mentalité d'un peuple ne se fait pas de manière automatique. Il est progressif, il est lent. Pourquoi? Parce que 56 ans ou 60 ans, pour dire tous net, 60 ans parce qu'il y a aussi la période des Yomba, hein, les gens ont pris des habitudes. Et pour s'en débarrasser, parce qu'il y a un proverbe qui dit, hein, chasser le naturel, il revient au galop. Pour s'en débarrasser, il faut qu'ils aient ce qu'on appelle des électrochocs visuels. C'est-à-dire des exemples qui parlent d'eux-mêmes. Et je crois savoir, je le dis en toute bonne foi, que pendant la période de transition, nous n'avons pas vu autant de réalisations faites en moins de 20 mois. Sauf pour le Gabonais qui ne vivait pas au Gabon. Je crois qu'en 20 mois, le président Oligui Nguema et le CTRI ont démontré à la face du monde et à la face de nous autres Gabonais que le Gabon pouvait accélérer sa marche. Alors, parlant d'accélération,
Vous savez que l'un des principes universels reconnus par ceux qui pratiquent comme moi je suis un bouddhiste, c'est que parfois il y a des brusques accélérations de l'histoire. Et ces brusques accélérations de l'histoire permettent à des peuples de changer de paradigme, parce qu'il y a une sorte de régulation cosmique. Certains appelaient ça un mysterium conjunctionis, c'est-à-dire le mystère de la conjonction. Quand les planètes sont alignées d'une certaine manière, les hommes réagissent d'une certaine manière. Donc pour dire que, par rapport à votre question, les stratégies à dégager, nous qui faisons œuvre de pédagogie par voie médiatique, nous ne pouvons les faire que lorsque nous constatons qu'il y a une dérive par rapport à l'offre qui nous a été présentée. Donc nous apportons nos correctifs, nous suggérons d'autres démarches qui, mises ensemble, peuvent amener les décideurs publics, les planificateurs de notre développement et les autres responsables des institutions, n'est-ce pas, à se dire, mais tiens, effectivement, lorsque nous avons étudié tel problème, nous n'avons pas vu tel ou tel aspect. Mais ceux qui font œuvre de pédagogie à l'endroit de la nation nous ont démontré quelque chose. Pour reprendre l'exemple tout à l'heure des potentialités dont vous parliez. Vous avez vu, il a fallu qu'on en parle pour que les gens, les décideurs publics puissent se rendre compte que, effectivement, la démarche que nous prenons tout le temps d'aller appeler les investisseurs pour telle ou telle chose, mais c'est quand même nous-mêmes qui devons commencer par réfléchir sur le potentiel dont nous disposons, faire le calcul nécessaire et voir maintenant, dans la signature des contrats, quelles sont les clauses que nous devons signer. Parce que, qu'est-ce que nous voulons atteindre comme objectif? N'est-ce pas? La souveraineté économique, le développement et tout ce qui va avec. Donc, vous ne pouvez pas le faire si vous continuez à appeler les investisseurs à qui vous donnez pratiquement tout gratuitement, vous les exonérez de taxes et tout. Ça ne tient pas la route. Vous voulez en même temps une chose et vous faites exactement son contraire. Donc, il faut revoir cette manière de faire. Moi, j'ai été quelque part un gros responsable, mais il m'arrivait d'avoir des discussions sérieuses avec mon patron. Quand il me demandait, ouais, mais monsieur Obiang, vous savez, il faut rapidement. Je dis, non, monsieur le maire, moi, je ne peux pas. Ce gars-là amène un contrat tout ficelé, mais est-ce que vous l'avez bien lu? Vous avez décelé les pièges qu'il y a là-dedans. Il ne m'a pas cru, ben, nous nous sommes retrouvés avec le problème de Webcar, là, pour la construction du marché de la Pairie. Nous devons lui payer plus de 64 milliards de francs. Parce que, justement, pour avoir douté de la pertinence de mes réserves, eh ben, l'État gabonais a été obligé de récupérer ses dettes, je vous l'apprends. Simplement parce qu'un haut responsable de la République ne comprenait pas l'utilité qu'il y a de vérifier les contrats que ces gens-là nous amènent, de les faire étudier par nos services juridiques et par toutes les personnes intéressées qui ont créé une commission multidisciplinaire afin que nous dégagions là-dedans notre intérêt. Pourquoi voulez-vous que vous signiez un contrat ici au Gabon et le jour où il y a un problème, c'est en Suisse où vous allez le régler, ou à New York? Mais ça ne tient pas la route. Le produit n'est pas new-yorkais, n'est pas suisse, et ainsi de suite. L'or du Gabon, c'est l'or du Gabon. Le manganèse du Gabon, c'est le manganèse du Gabon. Si un opérateur économique vient traiter avec nous, il traite avec l'État gabonais et avec les lois gabonaises. Exactement. Voilà un peu l'approche que moi j'ai. Ce n'est pas une approche prudentielle. C'est tout simplement une approche qui demande de revoir nos méthodes de travail. Parce que ça continue là. Tout à fait. Il faut donc qu'on revoie ça. Parce que tant qu'on ne reverra pas cette manière de faire, eh ben on va toujours aller au-devant des problèmes. Ça, c'est immédiat. Vous voulez ajouter quelque chose, M. Momo? Peut-être aller dans un cadre beaucoup plus large. Parce que vous parliez de stratégie, il a déjà abordé un aspect. Mais j'aurais voulu donner un aspect plus global. Parce que quand on parle de stratégie, en fait, on parle de plan. On parle de vision qui fixe... De planification aussi. Exactement. Quelque chose qui a déjà été élaboré, organisé, planifié. Qui fixe donc des objectifs. Qui fixe les différentes étapes. Qui met en évidence les différentes étapes et les moyens qui sont alloués pour atteindre la finalité qui a été définie. Et puis, il y a la tactique. Car la stratégie va avec la tactique. La tactique s'adosse à la stratégie. La tactique, c'est la manière dont on va exécuter la stratégie. C'est ça la tactique. Le tact, la manière, la façon de faire. La mise en œuvre. Voilà. Nous avons aujourd'hui un président qui est militaire de formation. C'est vrai qu'il a troqué la tunique militaire pour le costume. Mais son mindset, sa façon de voir les choses, est une façon très militaire. Et donc,
si on parle de stratégie, il va donc aborder la question à la manière de la stratégie militaire. Et je ne suis pas dans sa tête, mais pour avoir eu un père qui lui était un militaire, mon père était général d'armée, 5 étoiles de gendarmerie nationale, internationale. Au niveau du terrain national, il y a 4 axes, me semble-t-il, fondamentaux que le président doit absolument analyser, avec beaucoup de froideur et beaucoup de recul. Le premier axe, c'est l'axe du territoire. Il a commencé à le dire. Nous ne sommes pas, nous, au Gabon, sur un territoire pauvre. Je le disais, nous sommes sur un des territoires les plus riches d'Afrique centrale. Et même du monde, pourquoi pas. Et peut-être du monde, lorsqu'on aura une idée du potentiel que nous avons. Et nous sommes riches dans le sous-sol. Nous sommes riches au sol et nous sommes riches dans les airs. Et dans les eaux. Et dans les eaux. Bien sûr. Donc, ça, c'est la première chose. On peut aller en détail dans les richesses, si vous voulez. Mais ce serait un peu long. Ensuite, il y a la population. Deuxième élément du terrain. Cette population qui vit sur ce territoire extrêmement riche. Et qui donc a de bonnes raisons d'avoir des attentes. Et si je vis sur un territoire qui est riche, mais il n'y a pas de raison que moi je sois pauvre. Tout à fait. Cette population, en plus, elle est faible. Nous sommes à peine 2 millions d'habitants. C'est-à-dire la capitale du Niger, Niamey. Voilà. Tout le Gabon, ça correspond à 2 millions d'habitants. Pour ne pas parler d'un arrondissement la moitié de Douala. Voyez-vous, nous sommes vraiment une faible population. Avec quand même des étrangers qui sont nombreux, qui représentent 18,6% de la population gabonaise. C'est-à-dire que sur 5 habitants au Gabon, il y a un qui est étranger. Normal, si le pays est riche, il faut que nos frères, et au-delà de nos frères, les Européens, les Asiatiques, les Américains viennent aussi trouver le bonheur. Deuxième paramètre. Troisième paramètre, c'est l'économie. Mais cette population qui vit sur une terre riche, est-ce que l'économie est prospère? Est-ce que l'économie est une économie de croissance? Est-ce qu'elle est dynamique? Elle est dynamique. Est-ce qu'il y a une redistribution équitable? Problématique qui est posée. Est-ce qu'il y a un tissu économique? Est-ce qu'il y a un tissu économique porté par les Gabonais? Voilà la question de fond. Bien. Et quand on se rend compte que notre pays est un pays à lui intermédiaire, alors qu'il pourrait être même un pays très très riche. Attention, revenu intermédiaire de la tranche haute. De la tranche haute, oui. Mais on pourrait être tout aussi riche que la Norvège ou bien la Suisse. Oui, à titre de comparaison, là, nous avons un pays comme le Qatar, oui, qui n'a que le pétrole. Et le gaz. Et le gaz, voilà. Ils ont un revenu, je crois, de près de 8 000 $ par habitant. 8 000 $ par habitant, ce qui est énorme. Bon, au Gabon, on se situe autour de 3 000, quelque chose comme 4 000 à peu près, quelque chose comme ça. Ouais. Avec toutes les richesses que nous avons. Donc c'était pour... Tout à fait. Parce que peut-être simplement parce que les perspectives de développement public du Gabon ne tenaient pas compte de ces facteurs-là. Moi, je vous l'explique. Prenons le cas du manganèse. J'ai eu à l'expliquer au cours d'une émission qu'on a faite dans Regard sur le monde. Prenons le cas du manganèse. Le manganèse transitait par où? Il transitait par le Congo. Vous savez combien d'années nous avons mis à convaincre le président Bongo Père de nous faire une ligne et, disons, des éléments du chemin de fer pour que le manganèse arrive au port de Vendo? Ça a duré plus de 15 ans. C'est en fin de compte, quand on lui a fait ce qu'on appelle un compte rendu visuel, avec des images à la pub, on dit, monsieur le président, écoutez, ce sont les Congolais qui se sucrent sur notre manganèse. Parce que le passage du téléphérique chez eux, ça nous coûte de l'argent. Bien sûr. Or, si nous pouvons créer une ligne de chemin de fer depuis la production là-bas jusqu'au port de Vendo, nous gagnons. Parce que ce qu'on perdait par le transit à travers le territoire congolais, nous allons l'injecter pour réparer nos lignes de chemin de fer et donc trouver une légère plus-value qui nous permette, n'est-ce pas, d'assurer les besoins de développement en matière de transport. Parce que le transport, ce n'est pas seulement le transport ferroviaire. Nous disons la plus-value qui sortira de là, Monsieur le Président, il faut l'utiliser pour améliorer le transport terrestre. Oui, tout à fait. Donc alors, cet exemple-là, je le donne simplement pour vous montrer que parfois, nos chefs d'État qui ont des lourdes charges, ils écoutent beaucoup de sons de cloche. Ouais. Certains sons de cloche sont bons et nécessaires, d'autres ne visent qu'à permettre au chef d'État de signer un contrat
de traiter avec X ou Z avec lequel on s'est déjà entendu. C'est pour cette raison, par exemple, qu'on devrait être très regardant dans l'attribution des marchés publics. Très bien, parfait. C'est important cette précision. Je reviens sur M. Ngomo. Vous étiez au niveau des stratégies. Vous avez parlé effectivement de regarder le Gabon sur le plan national avec ses potentialités. Oui, il y avait le plan national, la population, il y avait le plan du territoire, la richesse, il y avait l'économie, qui pour l'instant n'est pas une économie florissante, loin s'en faut. Et puis il y a l'aspect politique, la gouvernance. Voici, de mon point de vue, les 4 éléments fondamentaux. 5. Ça fait 5. Non, vous avez la population, vous avez le territoire, vous avez l'économie, vous avez la gouvernance. La gouvernance. Ça fait 4. La politique. Ça fait 5. Non, la gouvernance, je mets ça dans la politique. Voilà, c'est ça. Il y a attention, dans la politique, il y a la gouvernance financière, il y a la gouvernance administrative. Hein? Il y a tous ces éléments-là. Tous ces éléments-là. Si on met dans la politique. On peut englober ça dans la politique. Bon. Alors maintenant, et puis il y a le terrain international. Au moment où Oligui Nguema devient président de la République, nous avons en Afrique centrale des dictatures finissantes. Je vais citer le nom d'aucun pays, mais c'est le contexte dans lequel il évolue, ses voisins. Quoi que le mot dictature... bref. Je parle pour qu'on soit compris. D'accord. Sinon, nous avons, notre appréciation, notre acception de ces réalités-là. C'est important de le dire. Mais comme les gens comprennent ces termes-là, on peut faire leur donner. Sinon, on pourrait discuter effectivement sur une révision des concepts pour être en adéquation des gérontocrates avec nos réalités. Voilà. Ensuite, il y a en Afrique de l'Ouest, il y a le laboratoire, l'expérience de l'AES. Au moment où il prend le pouvoir, il y a des amis, il y a des frères d'armes qui font la même chose en AES et qui ont une stratégie bien différente de la sienne. Et sur le plan international, nous avons quand même un bloc occidentalo-atlantiste en déclin sur le plan moral, en déclin sur le plan civilisationnel en réalité, et qui s'accroche. Et on a la montée en puissance du Sud global, portée par les BRICS, qui souhaitent un monde multipolaire. Voilà le contexte, le terrain géopolitique international, au moment où le président Oligui prend le pouvoir. Donc, la stratégie qu'il va mettre en place, ou plutôt les stratégies qu'il mettra en place, doivent tenir compte de ces différents paramètres-là. Paramètres nationaux et puis paramètres internationaux. Donc, je pense que quand nous allons avancer dans l'émission, eh bien, moi, je veux employer pour chacun des axes, chacun des paramètres, à proposer une stratégie qui peut être efficace pour atteindre les objectifs de réussite du mandat. Car nous travaillons là sur 7 ans. Très bien. Alors, donc là, après donc, ce premier tour de table, nous avons revu effectivement tous les éléments qui nous permettent de planter le décor pour avoir une idée effectivement du challenge qui est celui du président Oligui dans le septennat qui est le sien à l'heure actuelle. Alors, je vais revenir vers M. Obiang. Toujours, vous avez dit tout à l'heure que le changement de mentalité, c'est un phénomène qui est assez laborieux, qui prend du temps et qui ne saurait s'inscrire dans une durée courte. Alors bon, là on parle d'un septennat, 7 ans. Pensez-vous que cette réalité-là puisse être quelque chose de nature à faciliter non, pas faciliter, plutôt à rendre difficile, allais-je dire, la tâche du président Oligui? Quand on regarde aujourd'hui quand même tout le bouillonnement auquel on assiste et tout, on voit... voilà. Est-ce que c'est de nature à rendre les choses faciles, le président Oligui? Oui et non. Tout dépend de la vitesse qu'on imprime à un mouvement. C'est des lois physiques. Oui. Vous pouvez imprimer une vitesse lente à un mouvement, comme vous pouvez lui imprimer une vitesse moyenne, comme vous pouvez imprimer une vitesse rapide. Je vous ai dit tout à l'heure, à titre d'exemple, en 20 mois, la transition a fait mieux que les 56 ans que nous avons vécu. Mais si nous avons pu atteindre ces résultats en 20 mois, ça veut dire que comparativement, les 56 ans que nous avons passés ne traitaient pas des problèmes sur le plan pratique. Oui, mais là permettez, parce que le plan pratique permet aux hommes qui veulent changer de mentalité de voir la réalité se réaliser devant eux. Et c'est à partir de cette réalité qu'ils vont se dire, tiens, mais nous ne savions pas que ceci était possible en si peu de temps.
les mentalités vont commencer à évoluer. Le foisonnement ou le bouillonnement que vous voyez là, il est issu de ce constat. Maintenant, le président a fait une offre politique. Il a un mandat de 7 ans. Il a été plébiscité. Moi, je dirais même que c'est un triomphe de sa part. Il devrait penser déjà à construire son acte de triomphe. Bien, bon, ça c'est pour rire. Mais ces 7 ans, il faut qu'il les imprime d'une manière claire, avec une vitesse qui n'est pas à confondre vitesse et précipitation, non, mais avec une vitesse qui permette à tout le monde de pouvoir suivre. Ceux qui ne s'arriveront pas, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas nager à cette vitesse. Ceux qui suivront comme nous essayons de le faire, ça veut dire que nous comprenons la nécessité d'accélérer le mouvement. Et cette nécessité fait que chaque fois que nous voyons qu'il y a un dérapage, ou alors que la politique publique qui va être mise en place ne correspond pas du tout aux attentes des populations, dans la mesure où nous voyons déjà les problèmes poindre à l'horizon par rapport au choix qui a été fait. Mais nous pouvons, en toute sincérité, dire, Monsieur le Président de la République, sauf votre respect, Monsieur le Président, ça là, c'est pas bon. Nous, on vous propose un tableau comparatif, voilà. Essayez ça aussi, vous allez voir. Puisque vous-même, pendant la transition, vous avez démontré aux Gabonais qu'en 19 mois, on pouvait faire des choses. Mais pourquoi maintenant, élus par ces mêmes Gabonais, plébiscités, les choses vont plus lentement. Donc il faut regarder d'où viennent les faiblesses, d'où viennent les écueils, et pourquoi certains s'illustrent dans le ralentissement de la démarche qui a été engagée. C'est ça, les causes qu'il faut rechercher. Très bien. Voilà. C'est parfait. Alors là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a beaucoup mis en relief, j'ai envie de dire, les attentes énormes des Gabonais, en prenant en compte les différentes potentialités du chef de l'État. On a parlé également de la nécessité de faire évoluer la mentalité des Gabonais. Et donc, qui parle de mentalité des Gabonais, parle également de la mentalité des hommes autour du président de la République. C'est cela voilà. le plus Ce qui nous important. permet de directement embrayer avec le deuxième élément de la technique. Et on se retrouve juste derrière. J'ai besoin de vous. J'ai besoin d'une présidence qui m'accompagne. J'ai besoin des gens qui travaillent. Des gens qui exécutent. Et qui comprennent le chef. C'est de cela dont j'ai besoin demain. Parce que nous devons rendre au pays chaque jour ses lettres de noblesse. Et ça commence par la présidence. Vidéo. On a entendu le président parler de la présidence de la République. Alors, M. Ngomo, je vais commencer par vous. Vous êtes un collaborateur du président de la République. Vous êtes conseiller du président de la République, donc vous travaillez à la présidence. Alors, quel commentaire pouvez-vous faire effectivement de cette j'ai envie de dire, de cette exigence qu'a le chef de l'État de s'entourer des personnes compétentes? Alors, d'abord, il y a le président lui-même qui exprime cette exigence. Il faut qu'il soit sincère. Il faut qu'il soit sincère. Il ne faut pas que ce soit juste un mot, un propos. Il faut qu'il le pense vraiment. Et s'il le pense vraiment, alors, les propositions qui lui seront faites et qui vont dans le sens de son exigence, il les prendra en considération. Il est très important de comprendre que c'est le président qui choisit son entourage et pas l'inverse. Or, pendant plus de 50 ans, on nous a dit à chaque fois que, oh, vous savez, Omar Bongo était un bon président, c'est l'entourage qui était mauvais. Oh, vous savez, Ali Bongo était un bon président, c'est l'entourage qui était mauvais. Bon, mais qui choisit l'entourage? C'est le président. Donc, il y a l'exigence de vérité, de sincérité d'abord, de la part du président lui-même. Et quand il a dit cela, maintenant, il doit s'assurer qu'autour de lui, il y ait des personnes de qualité
des hommes et des femmes de qualité qui s'inscrivent dans cette exigence qu'il a clairement énoncée. C'est quoi les personnes de qualité, de mon point de vue? Ce sont des personnes qui, sur un plan moral, n'ont rien à se reprocher. Des personnes probes, à qui on ne connaît aucune affaire, sordide, quelle qu'elle soit. Des hommes neufs? Pas forcément des hommes neufs. On peut avoir une personne qui a depuis longtemps et puis qui s'est tenue à carreau, qui a gardé sa moralité. On me dira que ce pourcentage n'est pas important, c'est vrai. La majorité a plutôt versé dans la corruption, dans la contusion. Mais si le président veut avoir autour de lui des hommes de qualité, la moralité de son entourage est forcément mise à l'index. Il faut que les personnes de bonne qualité morale soient autour du président. C'est important. Il faut que ces personnes-là aient le sens du patriotisme, aient le sens de l'intérêt de l'État, aient le sens républicain. C'est-à-dire que quand la personne qui est autour du président prend la parole, ce qui lui importe d'abord, c'est l'intérêt général. Ce n'est pas son intérêt. Ça, c'est un critère fondamental. Ouais. Et il y a des moyens de savoir si une personne est de bonne moralité. Il y a la Direction générale des services spéciaux, il y a des directions générales des recherches qui font donc des BR, qui font des enquêtes de moralité. Ce sont eux qui la mettent sur la table du président. Monsieur le Président, pour tel conseiller, voilà sa moralité. On ne peut pas lui faire confiance parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. À côté de la moralité, et que dit-vous de la compétence? Le deuxième élément, c'est la compétence. D'accord. J'ai mis la qualité de moralité en amont. Parce que c'est ce qui nous manque beaucoup en réalité. La compétence, les Gabonais en ont. Mais il y a des compétences qui sont très véreuses. D'accord, mais comment est-ce qu'il y a un système, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir, j'ai envie de dire, une lecture assez claire des compétences, pour les secteurs les plus vitaux du pays? Oui, vous posez là une très bonne question. Dans mon analyse, j'ai eu l'occasion de faire d'ailleurs une note à ce sujet au président, une note technique. Je me permets maintenant un peu de la dévoiler puisque c'est dans le sens de l'intérêt commun des Gabonais. Je dis, Monsieur le Président, le développement du Gabon est comme un train en mouvement, puisque nous voulons évoluer. Et dans ce train, vous avez un wagon particulier qui est la locomotive et qui a les moteurs propulseurs et qui tire ainsi, par la force de traction, qui tire ainsi les autres wagons. Ce qu'il faut, Monsieur le Président, c'est que vous vous assurez d'avoir les bons moteurs dans le wagon de tête. Il faut que les premiers de cordée soient les meilleurs éléments de la nation. Comment? D'abord, il faut identifier les postes stratégiques les plus importants du pays. Qu'ils tiennent de la réalité des recettes, faire entrer de l'argent dans le pays, qu'ils tiennent de la réalité des dépenses, optimiser les dépenses pour le bonheur des Gabonais. Je pense à la santé, à l'éducation nationale, aux affaires sociales. Pour ce qui est des recettes, c'est le pétrole, c'est l'uranium, c'est le manganèse, c'est toutes les richesses dont on a parlé au début de l'émission. Donc, déjà, avoir une idée des 50 postes les plus importants et les plus stratégiques de la République. Il dit à Monsieur le Président, pour ces postes-là, nous vous recommandons de mettre en œuvre le concept que nous appelons la géocompétence. Alors, peut-être s'arrêter un instant sur la géocompétence. Oui, bien sûr. Nous connaissons la géopolitique, c'est-à-dire une représentation ethnique plus ou moins bien balancée des Gabonais et des Gabonaises dans les différentes sphères de la République en tenant compte des origines géoethniques, pour qu'une ethnie ne soit pas trop frustrée par rapport à une autre. C'est ça qui n'a rien à voir avec la conception de la géopolitique à l'international. Bien sûr, bien sûr. Donc nous restons dans le cadre gabonais, d'accord, et c'est comme ça que les Gabonais, quand vous dites géopolitique, entendent ce terme-là. Bien. Et Omar Bongo en a fait usage pendant tout le temps où il a été aux affaires et son fils Ali Bongo a suivi le pas. Mais les résultats sont mauvais. Pourquoi? Parce qu'un élément important ne figure pas, c'est la compétence. Donc dans la géocompétence, nous disons, Monsieur le Président, nous allons commencer par mettre en avant la compétence et puis secondairement, nous allons voir l'origine de la personne pour essayer de garder un certain équilibre. Car désormais, dans toutes les études du Gabon, on retrouve à peu près toutes les compétences, puisque pendant maintenant 65 ans, les Gabonaises et les Gabonais ont été formés.
D'accord? Donc on peut trouver maintenant chez les Akandé des ingénieurs en informatique, chez les miens on peut trouver des docteurs en sciences physiques. Enfin, aujourd'hui quand même, on peut dire que toutes les ethnies sont fournies en termes de compétences. Maintenant, la géocompétence permet de faire en sorte que pour un poste identifié, un poste clé identifié, on dit, Monsieur le Président, la géocompétence voudrait que vous acceptiez que l'on réduise votre champ de choix. Vous acceptez cela. Que votre spectre soit réduit. C'est-à-dire que vous partez de l'arbitraire qui existe dans la géopolitique pour entrer dans la discrétion que vous suggère la géocompétence. Ça veut dire quoi? On dit, Monsieur le Président, voici le poste de directeur général des douanes. C'est un poste important. Le poste de directeur général des impôts, des marchés publics. C'est un poste important en termes de recettes. Le budget, ainsi de suite. Avant, le président dit, bon, je vais nommer mon cousin, je vais nommer ma cousine, je vais nommer mon frère, je vais nommer un ami. C'était comme ça avant. Il ne se souciait pas vraiment de la compétence. On a vu les conséquences. Vous, Monsieur Oligingema, qui voulez réussir votre septennat, vous devez dire, bon, pour le poste de DG, Monsieur le conseiller Ngomo, qu'est-ce que vous proposez? J'ai dit, Monsieur le Président, je propose qu'une commission se tienne et vous propose pour ce poste-là les 5 meilleurs CV. Car on peut trouver 5 meilleurs CV pour occuper le poste du directeur général des impôts ou bien directeur général des douanes ou bien directeur général du trésor public. 5 meilleurs CV. Et puis le président, dans sa discrétion, choisit un. Mais il ne sort pas des 5. Car on est sûr que les 5 sont tous compétents. Le président choisit celui qui veut bien prendre. C'est cela la discrétion. L'arbitraire, il choisit qui il veut. La discrétion, il choisit le CV qui apparaît parmi les 5 meilleurs. Ensuite, pour des postes très importants, très 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 stratégiques, parmi les 50, il doit faire un recours au Parlement pour qu'il y ait une audition. Bon, tel CV a été retenu, qu'il aille maintenant convaincre le Parlement, parce que la fonction qu'il occupe est une fonction très importante, qu'il aille montrer qu'est-ce qu'il entend faire s'il est nommé à ce poste. Donc pour savoir ce qu'il a dans le ventre. Pour savoir ce qu'il a dans le ventre. Voilà. Et là, maintenant, il va convaincre le Parlement, c'est-à-dire les sénateurs et puis les députés. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, si là, il sort avec beaucoup de succès, il y a maintenant l'enquête de moralité. Est-ce que cette personne-là vraiment fait l'affaire sur le plan moral? Est-ce que ce ne sera pas un déteneur de fonds malgré sa compétence? Ces questions-là seront examinées par les services secrets. Et si il sort victorieux de ces 3 étapes-là, alors le président confirme sa nomination. Et il faut même aller beaucoup plus loin. On établit un contrat de performance entre l'administration et le cadre gabonais qui a été nommé par le président à ce poste pour garantir une stabilité institutionnelle. Car à chaque fois il y a des turnovers, eh bien, on repart à zéro. Parce que celui qui a été dégagé, eh bien celui qui est parti, il amène les dossiers et l'autre qui arrive n'a rien. Mais alors s'il a 2 années pour travailler, si au bout de 2 ans de travail, il a un bon bilan, le bilan peut permettre qu'il soit reconduit. Voyez-vous? C'est-à-dire que cette approche de géocompétence permet au président d'être sûr que les dossiers sont confiés à des personnes qui ont la capacité de les gérer, comme il disait. Il faut des personnes en capacité de gérer ces dossiers. Et du coup, voyez-vous, les Gabonais n'ont même plus besoin à chaque fois de faire encore des demandes d'audience au président. Parce que si le président attend une demande d'audience, c'est parce que les problèmes ne sont pas réglés à des échelles beaucoup plus basses. Exactement. Mais si à des échelles beaucoup plus basses, le président a réussi à nommer des personnes très compétentes, les problèmes seront réglés à ce niveau-là. Et il aura l'occasion maintenant de faire moins d'audience et de se consacrer à des questions beaucoup plus importantes. C'est ça la géocompétence. Très bien. Alors là, vous avez cité, vous avez dit quelque chose dans votre intervention, qui aujourd'hui les Gabonais le voient. Il ne se passe plus une journée, et là je vais me tourner vers M. Obiang, sans qu'on le voie sur les réseaux sociaux, puisque c'est devenu la plateforme la plus utilisée par les Gabonais pour manifester leurs besoins, pour, j'ai envie de dire, faire des appels par rapport aux différentes situations difficiles auxquelles ils sont confrontés. Alors, vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous pouvez préconiser pour, effectivement, voilà, comme vient de le faire par exemple M. Ngomo, pour mettre fin à cette pratique-là? Parce que, comme il a dit, si ça arrive, c'est peut-être parce qu'effectivement, les intermédiaires entre le chef de l'État et puis le bas peuple ne font pas correctement leur travail. Bien, avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord préciser quelque chose d'ailleurs en sa faveur, parce que là, sans être un juriste,
il vient de dire aux juristes, puisque lui il est la présidente, il vient de dire au département juridique ce sur quoi ils ont buté. C'est-à-dire que pour eux, le pouvoir discrétionnaire du président de la République ne doit pas avoir de contraintes réglementaires, ce qui est complètement faux. Oui, vous voulez le démontrer en disant, si on prend l'approche géo-compétence, c'est ça le mot? Oui, géo-compétence. Hein, voilà. Eh bien, du coup, on pose devant le président de la République un problème simple. Monsieur le Président, nous venons de créer tel poste. Voilà les 5 meilleures têtes dans le pays capables de compétir, parce qu'ils sont mis en compétition pour occuper ce poste. Et vous devez en choisir 1 ou 2 selon les modalités qui seront précisées. Donc il ne doit pas en sortir. Ça veut dire que vous contrôlez déjà par cette approche le pouvoir discrétionnaire du président de la République. Pourquoi? Parce qu'on a laissé le président de la République, vous vous rappelez à l'époque, article 21, faire du pouvoir discrétionnaire un mélange de genres. Un pouvoir arbitraire. Un pouvoir arbitraire. Comme on disait sur Omar Bongo, voilà. qu'il est capable de faire d'un chien un ministre. Bon. Bref. Maintenant, pour répondre à votre question, les approches peuvent être diverses. Mais, à mon avis, la meilleure approche dans ce cas-là, c'est d'abord, de nous demander la HAC. Oui, parlons bien, il y a des institutions qui existent. Exactement. La HAC, ancien CNC. Pourquoi vous êtes si promptes à punir les journaux écrits lorsqu'ils titillent un peu le système? Mais voilà un réseau que vous ne contrôlez pas, parce qu'il y a la HAC, il y a l'Artel, je crois, hein, quelque chose comme ça. Oui, l'Artel, l'agent de régulation des télécoms. Bon. Oui. Et puis il y a le ministère lui-même. Voilà les 3 responsables publics. À qui il faut poser cette question? Voir la réponse qu'ils vont nous donner. S'ils ne nous donnent pas une réponse satisfaisante, nous sommes dans des réseaux de téléphonie mobile qui, en exploitant le territoire gabonais, sont en droit gabonais, eh bien nous pouvons écouter, arrêtez-nous cette affaire-là. Ça perturbe plus que ça ne permet d'avancer. Vous connaissez qu'il y a des pays... Mais est-ce que quand on prend en compte le fait que le président Légui, c'est quand même quelqu'un qui est plus ou moins sensible à ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Mais s'il vous plaît, permettez-nous de continuer. Nous proposons des solutions. Nous ne voulons pas nager dans le, comment dirais-je, dans les miasmes de ce que chacun vient dire, hein, parce que là-dedans, c'est chacun qui exprime ce qu'il veut. Donc, entre le bon, le mauvais, le vrai, l'ivraie, c'est un exercice un peu difficile. Non, il faut mettre des bases. L'une des premières bases, les réseaux sociaux servent à la communication. Mais nous avons voulu mettre en place des institutions publiques pour veiller à ce que, en République gabonaise, la communication soit quand même quelque chose d'assez réglementé. Il y en a 3, je viens de vous les citer. Que font-ils à ce sujet? Je crois qu'il serait bon d'aller vers ces gens-là et leur dire, mais écoutez, vous avez les réseaux sociaux où chacun se croit libre maintenant d'aller dire n'importe quoi, voire même insulter le président de la République, insulter sa famille, insulter tous les Gabonais. Mais comment peut-on continuer à tolérer de telles choses? Vous êtes là pour réguler ce secteur-là. Que faites-vous? Si vous n'avez pas les moyens, bon, on peut s'adresser à d'autres personnes pour vous fournir quelques pistes de solutions. Et c'est ce que nous essayons de faire, n'est-ce pas? La deuxième voie serait de dire, bien, les réseaux sociaux sont devenus un élément incontournable aujourd'hui pour ce que nous appelons les peuples d'en bas, qui nous permettent de s'exprimer, chacun à son niveau. Maintenant, parmi les échos qui nous reviennent, faisons comme font les grands centres informatiques dans le monde, nous recueillons les éléments par ce qu'on appelle des têtes de pont, en termes de mots, de terminologie. C'est-à-dire que sur 1000 internautes, si le même terme revient 200, 300 fois, c'est là, il y a un problème. Parce que M. Bouka, M. Nzogé, M. Privat ne peuvent pas penser la même chose. Ils viennent quand même de 3 horizons différents. Si ils tombent d'accord sur ça, c'est qu'il y a un problème à ce niveau. Donc vous, le ministère, regardez-nous ce problème-là. Vous, l'Artel là-bas, ben, écoutez, est-ce que vous avez déjà, au niveau de la réglementation, répertorié tout ce qu'il faut pour éviter les cyberattaques, les fake news et toutes les intoxications, la désinformation qu'on fait derrière tout ça? Parce que nous savons aussi que on se sert des réseaux sociaux pour, vous appelez ça comment, les influenceurs, pour l'activisme et que sais-je. C'est des gens qui payent pour ça. Tout à fait. Donc, il y a là toute une démarche à entreprendre. Et pour qu'on aille plus vite, puisque les institutions existent déjà,
Mais mettez en place une commission multisectorielle ou multidisciplinaire. À partir de ce moment-là, on met en place des lois. L'Assemblée les approuve et elles deviennent applicables et exécutoires sur l'ensemble du territoire. C'est déjà un premier élément. Un deuxième élément, c'est ce qu'il a dit. Choisir les hommes qu'il faut. Parce que vous pouvez être directeur général de l'ARTEL. Mais si vous êtes directeur général de l'ARTEL parce qu'un parrain vous a tenu à la main, vous a amené quelque part et que par la suite vous obtenez le décret qui vous nomme là, mais vous n'êtes pas dépendant de la fonction que vous occupez, vous êtes dépendant vis-à-vis de celui qui vous nomme et de votre parrain. Il faut bien comprendre ces choses-là. Parce que nous nageons dans une république où les parrainages ont fait le succès de beaucoup d'individus alors que certains d'entre eux n'avaient pas de compétences. Reconnu, malgré le fait d'avoir été pendant 30-40 ans dans la politique, malgré le fait d'avoir occupé le même poste pendant 20-30 ans, ils n'ont pas fait preuve de compétences. Sinon, ils auraient été reconnus. Donc, vous voyez, ce sont là des aspects qu'il faut relever, les mettre en place et puis regarder maintenant quelles sont les forces et les faiblesses des réseaux sociaux par rapport à ce critérium que nous avons mis en place qui fera que désormais, nous devons choisir des responsables, comme vous l'avez dit, qui ont une certaine probité morale, qui ont l'esprit de service public au service de l'intérêt général, qui sont des patriotes parce qu'ils défendent leur pays, urbi et orbi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. À partir de ce moment-là, ces critères bien définis feront que, comme dans d'autres pays, vous verrez que les guerres politiques n'enlèvent pas à certains pays que lorsqu'ils sont hors de leur pays, ils défendent d'abord leur pays. Prenons le cas de la France, c'est le cas que nous connaissons. Pour être socialiste, l'extrême droite, l'extrême gauche, en bas, en haut, ben, bref, quand un Français est hors de son pays, il défend d'abord la France. Exactement. Même si Macron aujourd'hui a des problèmes, mais les ambassadeurs français, regardez leur attitude, ils défendent d'abord la France, parce que dans leur tête c'est inculqué comme ça, Macron passera, mais la France restera. Donc c'est d'abord la France que nous défendons, ce n'est pas Macron. Il joue son numéro, demain il partira, un autre viendra, mais nous défendons d'abord la République française. Et il faut que nous arrivions à cette acceptation par les Gabonais. Il ne faut pas que les Gabonais voient le Gabon comme un gâteau qu'il faut se partager. Il ne faut pas que les Gabonais voient certains postes de la haute administration comme étant un titre foncier, ad vitam aeternam. Mais qui a fait de ces postes un titre foncier? La direction générale des douanes, impôts, et ainsi de suite. Partout où l'argent rentre, on se rend compte que ça appartient à des lobbies. Bien. Il faut qu'on sorte de là. Parce que cette logique-là a prévalu pendant un moment, mais elle ne peut plus prévaloir au moment où nous avons besoin de toutes nos ressources, de toute notre capacité, comme disent les aviateurs. Nous voulons atteindre une certaine vitesse de croisière. Et pour atteindre cette vitesse de croisière, il faut que nous nous départissions, n'est-ce pas, de ces modalités qui étaient des lois non écrites, mais qui permettaient aux gens de faire des leçons de morale, alors que le type, c'était un véritable pauvre type. À la limite, vous vous disiez même, mais celui-là, il croit qu'il se moque des gens, alors que nous le regardons un peu de manière bizarre. Voilà un peu. Non, il faut parfois, monsieur Bouka, il faut parfois être cru dans le langage pour que les gens se comprennent. Très bien. Alors, je vais rester avec vous, monsieur Obiang, pour un autre aspect que je juge vraiment fondamental. Oui. Celui sur l'impunité. On va en parler parce que là, il y a une information qui défraie la chronique. Là. Oui, voilà, un des conseillers spéciaux du président de la République qu'on dit qui a eu un mandat de dépôt, qui serait actuellement sous les verrous. Bon, bref. Alors, est-ce qu'on peut véritablement, là, dans le contexte gabonais, avec tout ce qu'on connaît, avec, j'ai envie de dire, tout ce qu'on sait de ce que les détournements de fonds, en tout cas tous les désordres qu'il y avait au sommet de l'État, ont occasionné comme dommage. Est-ce que le président Oligui peut réussir son septennat si il ne met pas un coup de pied dans la fourmilière? Mettre un coup de pied dans la fourmilière, ça peut casser le siège sur lequel il est assis. Parlons peu, parlons bien. Lorsqu'on parle d'impunité, tout à l'heure je vous ai dit qu'il y a des lois non écrites dans la gestion de l'État. Des lois non écrites que vous ne trouvez nulle part. Mais dès qu'on vous place à ce poste-là, vous savez que vous bénéficiez de certains types de protection. À partir de là, vous commettez des gaffes, vous détournez de l'argent, vous faites n'importe quoi, on peut vous enlever de là et on vous place ailleurs. Parce que là où vous êtes responsable devant qui? Pas devant le peuple gabonais. Devant celui qui vous a nommé. Vous êtes là, responsable devant celui qui vous nomme et devant celui qui vous a amené.
Donc, vous n'avez rien à foutre de ce que les Gabonais peuvent penser des actions que vous posez. Maintenant, retournons la chose à l'inverse. L'impunité procède de quoi? Impunité. Ça veut dire quelqu'un qui pose des actions délictuelles, mais qui n'est pas puni. Tout à fait. C'est ça l'impunité. Mais procède de quoi? Procède de 1, du système politique que nous avons choisi. Procède de 2, des lobbies souterrains qui gèrent le pays. Procède de 3, de la faiblesse de notre justice. Parce que je n'ai jamais vu notre justice s'auto-saisir d'un problème, même quand ça relève de sa responsabilité. Eh bien, on voit quand même, il y a des problèmes, peut-être que vous allez juger ces problèmes comme étant des problèmes mineurs. On voit quand même, là, il y a un problème là, en rapport avec ce qui se passe dans les établissements. On a vu quand même la justice monter au créneau. Mais la justice rend la justice au nom du peuple gabonais. Nos élèves, ce sont nos enfants. C'est le peuple gabonais en devenir. Mais les services publics en charge de ce domaine, que font-ils? Je crois savoir que les établissements au Gabon appartiennent quand même à un ministère. Le ministère ne peut-il pas envisager des mesures coercitives? Les affaires sociales, puisque ça concerne nos enfants, ils sont dans la société gabonaise, que font les affaires sociales pour juguler le problème de la délinquance juvénile qui devient maintenant la criminalité juvénile? Que font, par exemple, nos auxiliaires de justice? Moi, je me rappelle quand j'ai grandi dans ce pays, Police Secours faisait le tour tous les soirs. Et il était interdit à quelqu'un qui n'avait pas 18 ans d'être au plus tard à 20 heures dans les rues. Moi, j'ai été arrêté plusieurs fois. Mon père a dû payer les amendes à la police à l'époque. Parce que bon, j'étais un peu turbulent. Mais, vous voyez, ça nous a formés. Parce que, après 2 ou 3 passages avec tous les coups de matraque que j'ai reçus, eh ben, croyez-moi, je suis venu droit comme un i. Et lorsque j'avais terminé l'étude, mon père me dit, mais tu vois, tu as cru que j'étais méchant vis-à-vis de toi. Mais tu vois, tu es devenu un monsieur. Et demain, tu seras respecté. Très bien. Parfait. Donc, c'est vous dire que la responsabilité nous incombe tous. Mais cette responsabilité qui nous incombe à tous, et il y a des phénomènes sociaux que nous-mêmes nous avons créés et que nous n'arrivons plus à juguler. Tout à fait. Nous n'arrivons plus à juguler. Donc, si on veut mettre en place de nouveaux paradigmes, mais écoutez, mettez en place aussi de nouveaux concepts de gestion des ressources humaines, de nos élèves, de ceci, cela. Et ça, ce n'est pas le plus difficile. Donc, l'impunité, dit comme ça paraît facile. Mais c'est un phénomène dont il faut aller chercher les racines très loin et les faire remonter à la surface pour commencer à couper une à une. Vous comprenez l'image que, voilà. Tout à fait. Mais tant que vous ne coupez pas les racines principales, l'arbre repousse. Hein. D'accord. Alors, M. Ngomo, je viens sur vous. Quel commentaire faites-vous par rapport à la question que je viens de soulever? Mais je partage assez son analyse de la situation. Il a mis en exergue la règle de droit. Et nous sommes tous soumis à la constitution de notre pays. Ben, voilà. Et le code civil, le code pénal, nous sont opposables. Donc, dans son application, ça va être difficile. Il faut que le président soit strict, puisqu'il est le chef suprême de la magistrature. D'accord, mais avec l'actualité, je parlais du conseiller spécial qui a été écroué. Est-ce que c'est pas là un signe qu'effectivement les choses vont dans le bon sens? Mais tout dépend de celui qui a demandé qu'il soit écroué. Je ne crois pas que ce soit une auto-saisine. Hein. C'est-à-dire que c'est un cas que l'on voit. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'à la présidence, il n'y a pas eu d'autres qui ont eu des comportements tout aussi délicats? Et pourquoi eux seraient, par exemple, encore dans l'ombre quand l'autre a été exposé? Est-ce que le fait qu'il ait voulu être président de la République a peut-être joué contre lui? Je n'en sais rien. Dans tous les cas, sur le principe, la règle de droit doit être applicable à tous. Et le président doit montrer l'exemple. C'est-à-dire que quand il va commencer à accepter la sanction autour de son entourage, eh bien, il va réduire les comportements, on va dire, délictueux. Il va les réduire au sein de son entourage. S'il laisse une personne, on pourra te dire, mais s'il a laissé cette personne, pourquoi moi il doit me prendre? Ouais, voilà. Vous voyez? Donc, c'est vraiment de sa responsabilité de faire en sorte que la loi au Gabon s'applique. Et que les Gabonais aient le sentiment... égale pour tout le monde. Et que les Gabonais aient le sentiment que cette loi est égale pour tout le monde. Impartial. Qu'elle soit impartiale. C'est de la responsabilité du président de la République. S'il est laxiste, eh bien, les gens vont dire, mais non, pourquoi lui,
il n'a pas été sanctionné, moi je serai sanctionné. Et les réseaux sociaux vont être le relais à coup de renfort. Voilà. Voilà. Donc, s'il y a d'autres conseillers spéciaux qui ont eu des comportements indélicats, eh bien, ils doivent tous passer à la trappe. C'est ce qui doit se passer. Tous passent à la trappe. Comme ça, on va de moins en moins avoir des conseillers spéciaux au sein de la présidence qui vont vouloir avoir le comportement de celui aujourd'hui qui se retrouve à la prison Gros Bouquet. Voilà. Moi, c'est ce que je recommande au président. C'est vrai que c'est difficile pour les personnes pour qui il a beaucoup de sentiments, mais ce sont ces personnes-là, pour qui il a des sentiments, s'il fait preuve un peu de faiblesse, qui vont porter un coup à son septennat. Oui, mais si on parle du principe que le président, là, il porte véritablement la légitimité parce qu'il a été élu avec le score que nous connaissons, d'antan, on pouvait dire que c'est peut-être dû au fait que il y avait des calculs politiques, on ne voulait pas sanctionner X ou Y parce que lui, il peut être, on peut avoir besoin de son électorat pour se maintenir. Or là, le président, véritablement, il a été porté par le peuple gabonais. Oui. Est-ce que là, à ce niveau, on peut dire que nous sommes dans un autre paradigme, mais dans un autre, je veux dire, contexte. Le contexte gabonais n'a pas vraiment changé, même si les attentes sont nombreuses. Le contexte est le même. C'est-à-dire que la pratique de la géopolitique est encore celle qui est à la mode. Et le président, depuis qu'il est aux affaires, au nom de l'inclusivité, fait de la géopolitique. Il faut bien le reconnaître. Toute la question, c'est, Monsieur le Président, cette géopolitique sera-t-elle efficace pour faire réussir votre mandat? C'est une bonne question qu'on lui pose. C'est la raison pour laquelle nous proposons la géocompétence pour venir justement amoindrir les mauvais effets de la géopolitique. Et là, la géocompétence, la probité est au centre. Et donc le président doit de plus en plus avoir dans son entourage des personnes probes. Et chaque fois qu'une personne aura un comportement indélicat, cette personne doit être sanctionnée. Et même si c'est un proche du président, le président doit accepter de ne pas faire preuve de faiblesse en sanctionnant un de ses proches. Il envoie ainsi un message très fort. Que si le président peut sanctionner ses proches, alors c'est sûr que moi qui suis loin, il me sanctionnera. Donc je fais attention. C'est ce qu'on attend. Et vous allez voir que si la sanction est désormais à l'ordre du jour, eh bien, les gens vont éviter de détourner l'argent du pays. Et l'argent va vraiment servir. Si en plus ils sont compétents, eh bien, cet argent, dans le cadre d'une compétence menée pour réaliser des œuvres, eh bien, le pays sera construit. Voyez-vous? Donc, moi, je pense, et je finis sur ce point-là, puisque vous m'avez posé la question, je pense que le président va devoir se faire violence, en n'ayant aucune faiblesse, vis-à-vis des comportements qui peuvent remettre en cause la réussite de son septennat. Et ces comportements, c'est la corruption, ces comportements, c'est la gabégie. Il faut absolument bannir cela, et là, il faut être dur, il faut être ferme, il faut sanctionner, et en retour, exiger de ceux qui sont là, qui sont propres, qui sont patriotiques, qui soient compétents. Si vous avez ces deux ingrédients-là, c'est-à-dire la sanction d'une part pour qu'on évite les mauvais comportements et la compétence d'autre part pour qu'on construise le pays, je suis persuadé que en 2032, quand on fera le bilan du septennat, Oligui Nguema aura de bonnes raisons de vouloir à nouveau... C'est Bouka. Avec votre permission, je voudrais réagir au propos que tient monsieur le conseiller Nguema. Vous avez la parole. Bien, merci. Vous savez, nous parlions d'impunité. Nous avons vu dans ce pays des premiers ministres aller soudoyer en pleine journée des magistrats au tribunal de Libreville parce que le fils et son collègue avaient brûlé Fodex. Vous voyez de qui je parle. Un premier ministre en poste qui est allé au tribunal dit oui, mais c'est pourquoi c'est mon enfant que vous arrêtez alors que les autres font pire. Il faut bien qu'on commence par quelqu'un. Bien. Je vous donne encore un autre exemple d'un haut responsable de ce pays. Il dit, oui, mais nous, à notre époque, on volait avec la cuillère, mais les jeunes aujourd'hui, eux, c'est avec la tractopelle. Quand vous entendez de tels propos et observez de tels comportements, vous êtes en droit de vous poser la question. Ah oui. Quelle est la véritable signification du mot impunité pour ces hauts responsables de l'État qui devraient faire montre de valeur d'exemplarité? Bien, maintenant, revenons à l'impunité. Nous avons un code pénal, un code de procédure pénale. Nous avons, aujourd'hui, dans le cadre de la nouvelle Constitution, consacré une sorte d'autonomie à la justice. Ça veut dire que des problèmes d'ordre sociétaux
la justice peut elle-même s'en saisir, mais au plan du droit. Le plan du droit ne l'empêche pas de faire une instruction judiciaire qui tienne compte de l'aspect social, l'aspect tel, pour enfin établir, n'est-ce pas, une synopsis d'ensemble qui lui permettrait de dire, d'adresser, voire au président de la République à travers le Conseil supérieur de la magistrature, quelques recommandations fortes. Qu'est-ce qui les empêche de le faire? Rien ne les empêche parce que la mentalité établie est que, ah non, si je touche M. Bouka, c'est le fils du ministre tel. Si je touche à M. Oubian, ah, il est protégé par là-haut, ainsi de suite. Ce qui n'est pas souvent vrai. Alors, c'est pour dire que la notion d'impunité que nous semblons crier à gauche et à droite doit d'abord être comprise par qui? Par les hauts responsables de ce pays, justement. Parce que c'est eux qui gèrent les affaires publiques, les services publics de l'État. Mais si le haut responsable lui-même est un homme véreux, si le haut responsable estime que la direction générale qu'on lui confie, c'est sa tirelire, hein, c'est sa poche, mais comment voulez-vous qu'il ait de la probité vis-à-vis de ses collaborateurs? Je vous prends l'exemple d'un DG qui vit depuis près d'1 an hors du pays, mais tout en occupant un poste de directeur général très délicat. Je ne cite pas les noms. Monsieur Ngomou le sait. Jusqu'à l'heure où je vous parle, il est toujours directeur général. Que fait-on dans ce cas? Voilà un exemple concret où l'impunité a tout son sens. Quelqu'un est directeur général, il vit hors du pays, mais il continue à exercer sa fonction. Alors que normalement, si on appliquait la réglementation administrative, c'est un fonctionnaire d'abord. Au bout d'1 mois d'absence, on constate qu'il n'est pas là. Au bout de 2 mois, on fait un communiqué en disant, monsieur, si vous n'êtes pas là, on va faire vous concernant dans un délai de 15 jours, terminé pour vous. On ne le fait pas pourquoi? Parce qu'on se dit, ah non, attention, c'est le fils de, mais comment voulez-vous que le Gabon continue à fonctionner avec de telles considérations? Monsieur Bouka, vous êtes le fils de quelqu'un? Moi, je suis le fils de quelqu'un, monsieur Ngoma est le fils de quelqu'un. Doit-il faire prévaloir le fait que son père a été directeur général 5 étoiles pour s'affirmer dans la vie? Mais il a un âge suffisant pour commencer à émettre ses propres idées, pour avoir ses propres principes de vie. Moi, j'ai un âge suffisant d'ailleurs, ça se voit, pour dire non, j'ai un père tel, j'ai eu un grand-père tel, mais je ne m'identifie pas à eux parce que moi aussi je dessine ma propre route pour que mes enfants se servent de moi comme exemple si j'ai été correct dans ma vie. Vous voyez donc, c'est des problèmes, ça paraît simple, mais c'est assez difficile parce que ça soulève beaucoup de pesanteur. Et je voudrais chuter. Être président de la République est une lourde charge. Vous avez votre province, la famille, la belle famille, tous les gens qui vous entourent, mais croyez-moi, tous n'ont pas la même vision de certaines choses pour eux. Vous êtes au sommet de l'État, vous êtes un dieu, vous devez leur donner ce qu'ils vous demandent. Quitte à ce que cela vous crée des problèmes. Mais il faudrait maintenant amener le président à dire non. Puisque au niveau de la présidence, par exemple, vous avez un cabinet privé, vous avez un cabinet civil. Cette différenciation, à mon sens, signifie que le cabinet privé s'occupe des affaires privées. Le cabinet civil, lui, fait de l'administration avec le secrétariat général. Donc, le cabinet privé pour les demandes familiales, pour beaux-parents et autres, bon, on veut 100 000 francs pour faire ceci, bon, gérer ça là-bas. Il y a des fonds souverains pour ça. Mais le cabinet civil et le secrétariat général, c'est l'État. Avec ses lois et ses règlements. Clair. Tout aussi clair que ça. Alors, vous voulez rebondir? Non, voilà. non. Alors, je vais poursuivre avec vous avant de venir sur M. Ngomo, et ça va être là notre point de chute. M. Ngomo, tout à l'heure, dans sa manière de poser le problème, il a évoqué le besoin, en fait, d'avoir une idée globale du contexte national, mais surtout aussi le contexte international qui, on le sait, a une incidence sur la manière de conduire les affaires. Mais je suis heureux que vous Bien pensiez à cela, parce que voilà. là, ça c'est mon domaine, Voilà. ça, les relations Donc, internationales. Vous, à votre niveau, en tant que spécialiste en relations internationales, quelle stratégie, qu'est-ce que vous pouvez préconiser à ce niveau pour que le président puisse voir clair et faire en sorte que les intérêts du Gabon qu'il va défendre à l'extérieur puissent avoir de la valeur ajoutée au niveau national? Avant de préconiser une stratégie, la stratégie c'est d'abord une démarche, mais une démarche qui se conçoit de manière intellectuelle et opérationnelle. Une fois que vous l'avez conçue de manière intellectuelle, vous mettez en place ce cadre opérationnel qui vous permet de la mise en œuvre. Bien.
Je ne suis pas sûr, mais je le dis comme ça. Le président dispose du Conseil national de sécurité. Il dispose des forces de sécurité puisqu'il en est le chef suprême. Il dispose des services de renseignement. Quelle est la stratégie globale de notre pays en cette matière? Je ne le connais pas parce que c'est du domaine du secret défense. Maintenant, en termes de relations internationales, vous avez les relations bilatérales. Bilatérales, c'est-à-dire d'État gabonais à un autre État. Bon, généralement, c'est avec la France. Qui est notre partenaire historique. Partenaire, je n'en sais rien, mais en fait, c'est toujours avec la France. Oh, c'est ce qu'on dit. Alors, quand moi j'étudie les relations internationales que je regarde, je me rends compte que pendant la colonisation, beaucoup de nos leaders politiques étaient partisans du non-alignement. Vous avez suivi les différentes conférences des non-alignés et tout ça, avec Nasser, Kenyatta, Tito et autres. Une fois les indépendances acquises, qu'en est-il advenu? Tout le monde s'est aligné sous l'ancien maître. Et là encore, il y a eu des discussions, c'est ce qui a donné lieu à la création de l'OUA, organisation de l'unité africaine. De l'unité africaine. Mais l'OUA, dans ses principes de base, a posé l'équation à l'inverse. Parce qu'en posant comme principe l'intangibilité des frontières et de la colonisation, c'est-à-dire qu'ils acceptaient que nous soyons divisés. Or, cette division procédait justement d'un calcul politique et géopolitique. Conférence de Berlin, la conférence de Brazzaville, avec De Gaulle, et d'autres conférences du même type. Donc vous voyez que du fait que nos responsables de l'époque se sont trompés d'approche de la problématique qui leur était posée, je suis même sûr que beaucoup n'avaient jamais entendu parler du mot géopolitique, géostratégie à cette époque-là. Ils ne pouvaient pas le comprendre, parce qu'il n'y avait pas de débat dans le Sud sur ces problèmes-là. C'est maintenant. Nous autres, on est un peu sortis de gauche à droite, dans les grandes écoles et tout. On a le même niveau que l'américain, que le français, que l'allemand et tout. Nous pouvons poser ces problèmes. Et puis, bon, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, nous avons tous les échos qui nous viennent du monde. Donc, nous avons là un panel d'appréciation qui permet à chacun dans son domaine de se dire, ah oui, mais là, ces gars-là nous ont dribblé. Il est temps maintenant qu'on revienne à de meilleurs sentiments et qu'on reprenne en main un certain nombre de choses. Non, c'est le cas. Permettez, je vais chuter. Donc, aujourd'hui, nous sommes là, nous avons plébiscité quelqu'un. Moi, mon intérêt, je le dis d'abord à titre personnel, mon intérêt, c'est de le voir réussir le programme pour lequel nous l'avons élu. Mon deuxième intérêt, c'est que moi, je n'ai pas de pays de rechange. Et je ne voudrais pas qu'il aille se mêler des choses qui ne vont que nous attirer des problèmes. Il faut qu'il regarde, en matière de relations internationales, avec quel pays traiter et qu'est-ce que ça nous apporte. Si c'est pour aller dans les histoires de COP30, les histoires de francophonie qui ne nous rapportent rien, les histoires d'anglophonie ou je sais pas, Commonwealth, je dis c'est pas la peine, on a mieux à faire. Donc, c'est à nous de lui montrer quelques pistes en disant, mais monsieur le président, c'est pas la peine d'aller perdre du temps là-bas, vous allez passer 2 heures de temps à bavarder de tout et derrière et puis sortir de là. L'OUA lui-même n'apporte aucune solution aux problèmes africains, c'est pas la peine. Voilà une situation concrète, le cas du Cameroun, où est la CEMAC, où est la CAC. Tout le monde se tait. Ouais. Bien. Alors donc, monsieur le président, comprenez que c'est bien, pour ne pas être en marge de tout le monde, d'appartenir à ces... Mais il faut toujours être là-dedans comme un bon observateur. Vous ne dites rien, vous observez, vous regardez. Et si vous voyez que nous ne gagnons rien au champ, vous mieux sortir de là, chercher d'autres partenaires ailleurs. C'est un peu comme cela qu'il faut comprendre aujourd'hui. Je vous prends maintenant un dernier exemple. Le Venezuela. Ce sont des frères, hein, ils sont là en Amérique latine, menacés par les États-Unis. Mais le Venezuela a fait ce qu'on appelle une alliance tactique avec 3 pays. La Russie, la Chine, l'Iran. À l'heure où je vous parle, la marine chinoise est dans les lieux, la marine, l'Iran avec ses drones et autres, les Russes sont là, les Américains se sont tus. Parce que de l'autre côté, ils ont du répondant. Ils ne peuvent plus faire comme avant. Ils ne dictent plus leurs lois. Voilà pourquoi, pour chuter, nous disons, moi je suis de ceux qui acceptent un monde multipolaire, parce qu'il faut sortir de l'ordre mondial tel qu'il a été conçu, et qui veut contraindre tous les peuples du monde à accepter le modèle occidental. Ce n'est pas vrai, sinon vous remettiez Dieu lui-même en question, puisqu'il a créé des civilisations, des cultures et tout. Pourquoi vous voulez ressembler à quelqu'un d'autre, alors que vous êtes dans une autre culture? Donc voilà des choses, et ça demande eux qui sont là-bas, d'avoir des départements qui étudient ces problèmes, même si le président ne leur demande pas,
mais qui peuvent, comme il a dit, lui faire des noms, dire, ah, monsieur le président, est-ce que vous avez conscience de ce que les autres sont en train de préparer une troisième guerre mondiale, hein, mais nous, on sera quoi là-dedans? Parce que nous avons des minerais, des matériaux dont ils auront besoin pour fabriquer leurs armes et tout ça. Comment on fait pour protéger tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas lieu, sur le plan stratégique, d'avoir des accords avec quelques amis qui pourraient, en cas de besoin, dire aux autres, écoutez vos velléités sur le golfe de Guinée, le bassin du Congo, et vous vous arrêtez là, hein, parce que non, ça suffit là. 400 ans d'esclavage, 150 ans de colonisation, ça suffit. Puis vous empêchez les pauvres quand même de manger à leur faim, alors qu'ils produisent des choses chez eux, ça suffit là. Voilà. D'accord. Alors, M. Ngoumo, je me tourne vers vous. Alors, toujours dans le même domaine, à l'heure où le président prône la souveraineté économique, comment est-ce qu'il peut utiliser, donc, mettre vraiment à contribution le Gabon sur la scène internationale pour nous permettre d'engranger des dividendes, pour mettre véritablement, pour rendre effectif cette souveraineté économique-là? Quand on sait toutes les rivalités voilà, qui caractérisent les rapports entre les grandes puissances. Oui, c'est vrai que depuis les années 60, nous avons pratiqué une diplomatie de représentativité, ou plutôt de représentation. Il fallait que le Gabon, nouvellement indépendant, soit connu, existe dans beaucoup de pays. Bon, aujourd'hui, on constate que le Gabon peine à assumer les charges dans certaines ambassades. On ne paie pas le loyer, on ne paie plus les personnels, et c'est assez humiliant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un pays ne rapporte pas grand-chose au Gabon, il n'est plus nécessaire d'avoir une représentation. Donc nous sommes pour une diplomatie efficace. Sélectionnons, identifions les pays avec lesquels nous avons intérêt à travailler pour pouvoir maintenant développer avec eux des relations qui nous permettent d'avoir un partenariat gagnant-gagnant. Donc nous sommes là dans le rapport bilatéral, ce qu'il a soulevé. Tout à fait. Deuxième chose, dans cette diplomatie efficace, il faut donc que nous sortions de la relation bilatérale oppressante avec la France. Et nous devons demander à la France, avec beaucoup de respect mais de fermeté, la révision des accords de coopération qui ne sont pas à l'avantage du peuple gabonais. Qui nous lie. Oui, qui nous lient, mais qui ne sont pas à l'avantage du peuple gabonais. Quand je dis lié, c'est-à-dire qui nous entravent, on ne peut pas bouger. Oui, voilà. Effectivement. Et donc, demander que ces accords soient revus, cette fois-ci au bénéfice des deux parties. Car ces accords ont été conçus pour l'intérêt exclusif de la France. D'une seule partie. C'est elle qui l'a conçu et c'est elle qui nous l'a fait signer. Bon, donc nous demandons à la France, nous voulons revoir les accords, tout simplement. Pour que vous gagniez, mais que nous aussi nous gagnons. Et la France doit accepter. Si elle refuse d'accepter, si elle a le mépris de ne pas tenir compte de la doléance de l'autre partie, nous avons parfaitement le droit, en tant qu'État souverain, de nous tourner vers d'autres partenaires. Et ça amène donc au multipartenariat et donc à ce qui disait au monde multipolaire. Et je ne vous cache pas que j'ai de la sympathie pour la Russie, j'ai de la sympathie pour la Chine, j'ai de la sympathie pour ces nations qui aujourd'hui veulent entretenir des rapports qui soient des rapports d'égalité avec les États africains. Ils ne viennent pas en donnant des leçons, ils ne viennent pas en se posant un maître, ils viennent parce qu'ils ont des intérêts et nous devons avec eux conclure des accords qui soient satisfaisants pour les deux parties. C'est la position des Russes, c'est la position des Chinois, c'est la position des Indiens, c'est la position des Brésiliens. Ce n'est pas la position des anciens maîtres qui considèrent qu'ils sont dans leur plantation et ils font ce qu'ils veulent. L'avantage maintenant, c'est que nous pouvons faire jouer la concurrence. Et nous allons demander au président, monsieur le président, de manière tout à fait objective, faisons jouer la concurrence. Tel dossier, aujourd'hui, est traité par la France et ce n'est pas satisfaisant. Nous demandons une révision, tout simplement, des accords de pêche. S'ils ne veulent pas entendre raison, ils veulent continuer comme avant,
Nous pouvons supprimer unilatéralement. Nous décidons de dénoncer les accords et nous tournons vers d'autres partenaires qui sont capables d'apporter la même technologie, le même résultat, sauf que cette fois-ci, nous allons avoir une quote-part significative et eux aussi. C'est cela. Mais pour le dire, il faut justement être souverain. Et le président bénéficie d'une légitimité que n'ont pas eu ses prédécesseurs. Car il faut quand même le soulever et le souligner. L'élection du 12 avril 2025 fut, de mon point de vue, la première élection démocratique et transparente où le peuple gabonais s'est exprimé et sa voix dans l'urne a été respectée. Les autres fois, c'était systématiquement la tricherie. Depuis même l'époque de Léomba, on le sait. Donc, dès l'instant où le peuple vous a mandaté, avec un suffrage aussi important, mais vous savez que vous êtes légitime. Vous pouvez parler en son nom. Vous n'avez pas à avoir peur. Vous dites que moi, je veux que ces accords soient revus et le peuple compte sur moi pour que ces accords soient revus parce que son intérêt dans ces accords-là, pour l'instant, n'est pas pris en considération de manière la plus valable. Donc, il faut avoir cette démarche-là. Donc, je conclus. Sur la diplomatie, il ne faut plus qu'elle soit simplement représentative. Il faut maintenant qu'elle soit efficace. Sur la relation avec la France, il ne faut plus qu'elle soit oppressante. Représentative et une diplomatie d'alignement aussi, parce que on a vu le Gabon toujours être derrière la France, parce que bon, voilà. Mais j'en étais, en disant, sur la relation avec la France, il faut plus qu'elle soit... Ça doit même être une diplomatie purement économique. Bon, effectivement, quand moi je parle de diplomatie efficace, j'entends économique. Économique. Bon, et puis aussi les aspects géostratégiques. Naturellement, géopolitique, géostratégique, parce qu'il faut nouer des accords sur le plan sécuritaire et sur d'autres plans. Exactement. Je n'ai pas voulu aller plus loin parce que je disais que c'était le secret défense. Oui, j'avais bien compris. Non, c'est un aspect important, monsieur. Non, mais on survole, on survole. Voilà. Comme disent les Ivoiriens, c'est faire qui coupe faire. C'est-à-dire que quand vous voulez défendre vos intérêts, vous devez vous protéger. Ça, Mais comme on parle des accords géostratégiques, je voudrais quand même, à l'attention des Gabonais, rappeler un fait d'histoire qui nous avait été conté par le ministre des Affaires étrangères, le sémillant et brillant Abdoulaye Diop, des Affaires étrangères du Mali. On dit, oh oui, le Mali a décidé d'avoir une réaction violente vis-à-vis de la France, ils auraient pu négocier. Mais enfin, le ministre malien des Affaires étrangères, sous les instructions du président Assimi Goïta, avait donc demandé à la France qu'il souhaitait, le peuple malien, la République malienne souhaitait revoir les accords de coopération militaire et de défense, qui n'étaient pas satisfaisants sur le terrain. Et Assimi Goïta était assez bien placé pour le savoir. Il était commandant l'unité spéciale. Donc, il a vu ce qui ne marchait pas. Il a dit, nous allons demander à notre partenaire historique de revoir les accords de coopération. Et les dispositions contractuelles permettaient justement à une des parties de souhaiter une révision des accords et donner à l'autre 6 mois pour réagir. Passé les 6 mois, il était possible de dénoncer les accords ou bien de les révoquer. Les Maliens ont donc transmis leur demande à l'autre partie, attendant donc que la France réagisse. Mais comment les Français se sont comportés? Mais ils n'ont pas tenu compte de la requête de leur partenaire. Ils l'ont traité par-dessus la jambe avec beaucoup de mépris, beaucoup de condescendance. Eh bien, le stratège Assimi Goïta, je pense, s'y attendait, puisque ça n'a pas tardé, quand le temps est arrivé et échu, eh bien, il a, 1, dénoncé les accords de coopération militaire et de défense et de sécurité. Il a, 2, rompu les accords diplomatiques avec la France. Il a demandé à l'ambassadeur français de partir. Il a, 3, demandé à la force Barkhane de France de partir. Il a, 4, demandé à la force Takuba européenne de partir. Il a 5, la mission de l'ONU. Il a demandé à la mission, à la MINUSMA de partir. 6, il a décidé de fermer les ondes aux chaînes françaises. Oui. Et même au transport aérien, Air France. Et à partir de cet instant, il s'est dit, ok, maintenant je vais travailler sans un partenaire qui ne me respecte pas. Car désormais, ce qu'il faut, c'est qu'on respecte les États. Bien sûr. Et Oligui Nguema, le président de la République gabonaise, peut faire respecter son pays parce qu'il a le peuple derrière lui. Respecter son pays, ce n'est pas faire du tort aux autres, c'est demander simplement que désormais les accords se fassent dans un pourcentage qui soit satisfaisant pour les 2 parties. Et non pas aujourd'hui où le pourcentage est à caractère léonin pour la puissance qui a concocté les accords. Voyez-vous? Donc ce n'est pas une manière violente d'agir, c'est simplement tirer une conséquence en se disant j'ai demandé
selon les dispositions contractuelles prévues. Que ces accords soient revus, la partie en face n'a pas tenu compte, elle m'a traité avec beaucoup de dédain, eh bien, j'assume mes responsabilités. Voilà. Je voudrais compléter, M. Ngo. Ça va être votre mot de fin Oui, mon mot de fin. Vous savez, lorsque vous avez des rapports, qu'ils soient bilatéraux ou multilatéraux, le principe repose sur ce qu'on appelle des règles établies, n'est-ce pas? Ça peut être des conventions, ça peut être des traités, mais le mot n'existe plus tellement, parce que c'était le 18e, 19e siècle. Mais que se passe-t-il dans ce cadre-là? Si la convention que vous avez signée n'est plus obéie par les deux parties, vous pouvez dénoncer. Mais en dénonçant, vous préparez déjà la prochaine étape. C'est ce que Assimi Goïta a fait, c'est ce que le général Tiani a fait, c'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré fait. L'autre était militaire. Il comprend parfaitement ce type de langage. Nous avons posé le problème avec la France parce que c'est elle qui nous empêche. Les autres ne nous embêtent pas trop, c'est eux. S'il n'y a pas de développement au Gabon, c'est à cause de la monnaie que nous utilisons. Et nous savons les circonvolutions que doit faire cette monnaie pour que nous ayons quelques moindres dividendes lorsque nous exportons à l'étranger. Nous-mêmes, nous accusons la faiblesse de ne pas avoir un tissu économique viable qui soit déjà compétitif au plan sous-régional et même au niveau africain. Alors nous avons ce dilemme cornélien que le président doit chercher à résoudre. Il a dans un premier temps un mandat de 7 ans. Mandat. Ça veut dire, on vous a envoyé faire. Nous sommes là, le peuple. C'est nous qui l'avons envoyé faire. Puisqu'il nous a donné une offre politique, nous l'avons accepté. Donc nous disons, va faire. En notre nom. Il est président de la République gabonaise. Il n'est pas président d'une province ou d'un clan. Président de la République gabonaise. Donc, si le peuple gabonais, à travers les penseurs, les intellectuels, des consultants comme nous sommes, nous lui disons, Monsieur le Président, c'est pas la peine d'insister sur ces choses-là. Les autres ont essayé, ça n'a pas marché. Il est temps que vous preniez votre bâton de pèlerin pour dire, bon, écoutez, le monde est si vaste, puisque vous ne voulez rien comprendre, je peux aller ailleurs. Voilà mon mot de fin. Très bien. Il ne faut pas qu'il soit enfermé dans des carcans étroits, parce que tu as des endocolons là qui viennent siffler. Non, ah, Monsieur le Président, vous savez, il ne faut pas trop embêter les Français. Ah, Monsieur le Président, vous savez, les Américains, c'est la plus grande... Ce n'est pas vrai. Les Américains, partout où ils se sont battus hors de leur pays, ont été battus à plate couture, malgré leur technologie. Les petits talibans là, les ont chassés. Au Vietnam, pareil. Donc, il faut arrêter de rêver. Nous voulons la souveraineté nationale, nous voulons une souveraineté économique. Il faut être froid. Dans les relations, il n'y a pas d'amis. De Gaulle l'a dit. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Nous aussi, nous prenons cette maxime. Et nous voulons agir de la même manière. Arrêtez des histoires, non, visite d'amitié et de fraternité. Ben, dis donc, quand les autres viennent exploiter, chez nous, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de fraternité là. Il faut être sérieux. C'est clair. Merci, monsieur Oubian, pour ce coup de gueule. Bon, excusez-moi, je lève un peu le ton parce que c'est les constats que nous faisons. Ça nous permet de mettre un peu de piment à nos échanges, c'est important. Alors, monsieur Ngomo, votre mot de fin, en 2 minutes, rapidement. Oh, il sera bref, hein, et surtout qu'il est adressé au président de la République, qui a donc le grand défi, depuis le 12 avril 2025, de réussir le mandat qu'on lui a confié. Et il ne tient qu'à lui de réussir ou d'échouer. Parce qu'il peut échouer. Il échouera s'il s'inspire des modèles du passé qui n'ont rien donné. Il échouera s'il ne veut pas être un exemple pour la nation. Il échouera s'il se laisse, comme disait M. Nestor Obiang, s'il se laisse phagocyter par un entourage nocif et véreux. S'il reste un homme de clan. S'il est un homme de clan, il ne peut pas réussir. Il échouera. C'est clair. C'est la raison pour laquelle nous disons sur ce plateau au président, Monsieur le Président, vous devez à la fois vous poser en exemple, donc l'exemplarité, surtout sur la question de l'impunité. Vous devez être intransigeant. Celui qui a fauté doit être puni. Dès l'instant où cette règle sera comprise par beaucoup de Gabonais, vous allez voir que de moins en moins d'argent sera subtilisé. Deuxièmement, quand cet argent ne sera plus subtilisé et qu'il sera dans les caisses de l'État, il faut maintenant avoir un entourage et une équipe compétente. Choisissez parmi les Gabonais les meilleurs. Car ils en existent, ils sont là, ils existent ces Gabonais. Mais simplement, il faut pouvoir maintenant les identifier, ensuite les choisir. Et nous proposons justement le concept de géocompétence. C'est ce concept qui doit normalement marquer
façon symbolique le septennat de Oligui Nguema. Si la géopolitique a été le concept d'Omar Bongo, de Léon Mba et d'Ali Bongo, il faut que la géocompétence soit le concept politique qui marque le septennat de Oligui Nguema. Et là, ce sont les Gabonais les plus compétents qui vont occuper les fonctions les plus stratégiques et qui feront un travail de qualité et qui vont transformer ce pays pendant 7 ans. Et nous n'aurons plus de complexe à avoir vis-à-vis de la Guinée équatoriale qui nous a dépassé, vis-à-vis du Rwanda, qui est un pays bien pauvre quand on le compare aux richesses extraordinaires du Gabon. Très bien. Alors, voilà, c'était donc, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous avons donc au cours de celle-ci abordé plusieurs points, notamment les attentes des populations, d'accord, qui sont énormes, on l'a dit, et sur la base desquelles, effectivement, le président Oligui a entamé ce premier septennat, en mettant en valeur les potentialités économiques de notre pays, le Gabon, d'accord, mais également la nécessité d'être un peu plus rigoureux dans le choix des personnes, des premiers collaborateurs du chef de l'État. On a également parlé à travers la gouvernance, effectivement. Et puis nous avons donc terminé avec la nécessité de mettre à profit donc le contexte multipolaire naissant pour que notre diplomatie puisse nous apporter les dividendes dont nous attendons afin de faire du Gabon le pays que nous rêvons tous. Voilà. C'est donc là Grand Angle. Nous vous remercions donc pour votre attention pour ce soir et nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Inch'Allah.